Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors, cette vidéo est la suite, donc la deuxième partie de ma vidéo sur la Kiddy X Plus 3. Donc vous pouvez retrouver ma vidéo sur la chaîne et je vous mets ici en haut le lien directement vers la vidéo. Bon, alors je l'ai utilisé pendant à peu près un mois et bon, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait avec, hein, j'ai fait plein de petites choses, mais ce qui me semble important de vous montrer, c'est comment j'ai utilisé les slicers, hein, Kiddy Slicer et Orca Slicer, et quelles sont les petites astuces que j'ai dû, enfin, comment est-ce que je les ai configurées et mis en place, et quelle impression ça a donné. Je vous retrouve après le générique. En attendant, n'hésitez pas de mettre un petit pouce, commenter, liker, etc., etc. À tout de suite. Bon alors voilà, on va faire, après avoir testé les modèles qui étaient directement dans la machine, on va tester un modèle qu'on va imprimer de nous-mêmes. Alors là je vais utiliser, donc j'ai installé Kiddy Slicer, vous pouvez voir ici le Kiddy Slicer pour cette gamme de machines là, parce que pour les anciennes gammes de machines là il était basé sur Cura. Alors on voit ici qu'on est basé sur Prusa Slicer, hein, donc l'interface est la même. Je sais pas sur quelle base de Prusa Slicer ils sont. Donc voilà, ils le disent, hein, c'est basé sur Prusa Slicer, mais ils ne disent pas sur la base de quelle version. On va déjà voir si on a les supports organiques dedans, hein. Alors, bon, il y a peu de chances que moi j'utilise Kiddy Slicer, hein. Je pense pas que... Enfin, je me trompe peut-être, mais je crois pas que ce soit une solution miracle. Après, peut-être pour utiliser directement, sans se casser plus la tête, les profils, hein, parce que bon, j'ai déjà ici rajouté mon imprimante, la X Plus, et c'est très simple. Vous faites ici ajouter une imprimante physique, et en fait, simplement si elle est connectée, eh ben, il la trouve tout seul. Donc vous voyez, moi, il a trouvé ici tout seul. J'ai plusieurs imprimantes qui trouvent. Et ici, c'est l'adresse IP de mon imprimante connectée en RJ45. Et donc en cliquant dessus, simplement, il l'a trouvé et il a mis les paramètres. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, c'est Prusa Slicer, donc je vais pas commencer à vous expliquer en détail tout ce qu'il y a. Vous avez les réglages de l'imprimante qui se fait comme ceci. Si vous cliquez sur Device, vous avez accès à l'interface Clipper de l'imprimante. Je ne sais pas non plus une vidéo sur Clipper, donc je ne vais pas détailler ici comment est-ce qu'on peut l'utiliser ou le régler. Mais voilà, on a accès au contenu de la carte SD ici. On pourrait supprimer des fichiers depuis ici. On a notre historique d'impression. Oui, alors au moment où j'enregistre, pour être tout à fait transparent, j'ai déjà imprimé ici un petit stand pour l'iPad mini avec ce Kiddy Slicer pour, voilà, pour le tester avant d'enregistrer. Et ça s'est assez bien passé. Et on a ici notre bed mesh. Enfin voilà, on est globalement sur, c'est du Clipper, hein, donc il n'y a pas grand chose à dire. On peut utiliser tous les paramètres de Clipper avec cette machine. Et alors le dernier onglet, ça c'est peut-être intéressant par rapport à Prusa Slicer, c'est qu'on a une série de guides. Alors liés à la machine, il nous montre notre premier print, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, insérez là, cliquez là, faites ci, faites ça, comment envoyer en Wi-Fi, mettez l'adresse IP là, comment vous connecter, comment rajouter du texte, comment trouver des modèles sur Thingiverse ou sur Printables. C'est plutôt sympa de l'avoir mis là. Alors ici, on a la liste des produits qui utilisent ce slicer là. Si on regarde la X+, c'est celle-ci, la X Max, ce serait celle-ci, au niveau du filament. Alors ici, ça peut être pratique, mais c'est du filament un petit peu de leur marque, mais bon, ça peut être une base de départ. C'est qu'on a directement, pour les types de filaments, les paramètres, hein. Donc il vous dit globalement, il faut qu'il y ait plus petit
ou égal à 30% d'humidité pour du PLA rapide mat. Il est plutôt pas trop résistant à l'eau, pas trop résistant à la corrosion. Donc voilà, c'est les paramètres. Ce sont pas les paramètres d'impression, hein, ce sont les paramètres, les caractéristiques du filament. Voilà. Ça aurait été plutôt malin qu'ils nous mettent les paramètres d'impression également, mais c'était pas le cas. Donc en fait, c'est simplement une API qui va chercher les infos sur leur site internet et qui le met là, hein, pour être clair. Donc voilà. Alors on va tester maintenant ensemble un modèle. Je suis allé prendre un modèle sur STLFlix et je vais vouloir faire ce modèle-là. Voilà. On va le tester sans support. A priori, ça devrait passer, mais ça permettra de tester l'imprimante. Alors, c'est un porte essuie-tout, donc je vais lui mettre 5 périmètres pour qu'il soit bien solide. Et au niveau du remplissage, je vais faire un remplissage en ligne à 15%, ça me paraît bien. Et on va découper. Ah oui, j'ai dit que je voulais voir si on avait les supports de type arborescent. On a les supports organiques, donc a priori, ça doit être basé sur, alors soit sur la version 2.6 de Prusa Slicer, ce qui du coup est pas mal, hein, puisque ce serait la dernière version, soit ils sont sur une version précédente, mais ils ont déjà adapté ça là-dedans. Donc ça c'est plutôt un point positif. Et donc voilà, on a pour 209 grammes et 8 heures d'impression. J'utilise du filament Eriwan Silk, voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne avec ça. Et je vous retrouve dans 8 heures. Bon, alors le temps d'impression prévu a l'air d'avoir été respecté. Alors ça semble s'être bien imprimé. Il n'y a pas l'air d'avoir de défaut particulier. Ça tient bien, donc le plateau magnétique pour ça, c'est super. Bon, alors le modèle me paraît sympathique. L'impression s'est bien passée. Il n'y a pas eu de stringing et les couleurs sont vraiment belles. Bon, le filament y est aussi pour quelque chose, hein, mais voilà. Plutôt satisfait de cette impression. Donc alors maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait avec KD Slicer et ben voilà, KD Slicer est basé sur Prusa Slicer, je préfère quand même utiliser Orca Slicer, d'autant plus qu'a priori il gère nativement cette KD X+3. Bon, ici j'ai déjà configuré mon profil, mais je vais vous montrer, hein, c'est pas très compliqué. Quand on vient dans la liste des imprimantes, hein, ici, on peut choisir nos imprimantes et ben, vous allez voir que la KD X+3 est prise en charge de base. Donc je vais tester le profil de base de cette KD X+3 dans Orca Slicer et je vais commencer assez sobrement, on va dire, avec le même filament silk et avec un vase en mode vase. Donc voilà ce petit vase en forme de fleur. Je vais utiliser un réglage à 0,12 et ce que je vais faire, c'est modifier simplement ici, hein, dans l'onglet autre, cliquer sur mode vase. Pour le reste, je ne vais pas toucher aux paramètres qui sont proposés par Orca Slicer pour voir un petit peu ce qui donne comme ça sans modification ou sans amélioration quelconque. Alors après découpe, je vois que j'en ai pour 20 grammes et pour 3h34 au total d'impression. Ah oui, ce que je vous ai pas montré, c'était que dans Orca Slicer, si vous venez cliquer ici sur connexion, vous pouvez reprendre les mêmes paramètres que vous allez trouver dans KD Slicer, donc l'adresse IP avec le port ouvert. Hein. Toutefois, il va vous falloir une petite astuce, hein, parce que si vous regardez ici, vous tapez juste l'adresse IP en Clipper via Moonraker et il se connecte sans problème, alors que si je fais pareil en Octo Clipper, eh ben, il trouve pas et il me dit que ça va pas. Et en fait, c'est parce que il faut spécifier le port. Alors pour trouver le port, vous retournez dans KD Slicer. Alors une fois que vous êtes dans cette interface-ci, hein, sur Clipper, donc dans KD Slicer, vous allez sur l'onglet Device. Vous venez cliquer ici sur les trois petits points. Et vous voyez ici l'adresse IP de connexion. Donc 192.168.50.186 et alors le port sur lequel il se connecte, c'est-à-dire 2.100 et 88. Eh ben, on va reprendre ça et on va venir tout simplement dans Orca Slicer.
On va rajouter ici le 2 points et on va mettre le port 100.88. Et si vous cliquez sur tester, et ben maintenant ça fonctionne. Et si je viens sur imprimante, j'ai accès à mon interface. Et donc maintenant que j'ai configuré la connexion à Clipper dans Orca Slicer, et ben au lieu d'avoir simplement exporté le fichier J-code, j'ai ce bouton impression qui me permet de choisir si je veux simplement uploader dans la carte interne de l'imprimante le fichier J-code ou l'uploader et lancer l'impression. Bon alors là encore, hein, ça s'est imprimé globalement bien comme il faut. Voilà, bon le filament multicouleur, les petites lignes rouges là, enfin là je suis un peu moins fan, mais ça doit être le filament, je pense pas que c'est un réglage, mais globalement ça s'est bien imprimé. Bon alors voilà, un autre petit test que je vais faire, c'est moi j'aime bien ces petits modèles cardboard, donc où on a tout qui peut s'imprimer un peu comme les petites plaques de modélisme. Et donc ici vous voyez j'ai prévu 3 plateaux, un par couleur. On a d'ailleurs ici c'est pas la bonne couleur. Bon alors il n'y a pas de système d'AMS ou tout ça, hein. J'ai imprimé en 3 fois mais chaque fois changer ma bobine. Mais pour voir plus clair je prévois 3 plateaux. Et donc ici on a la plaque que je vais imprimer en rouge, les petites pièces que je vais imprimer en gris et ceci que je vais imprimer en noir. Je lance l'impression. Voilà, au total pour les 3 plateaux j'en aurai pour 2 heures. Et regardons ce que ça donne. Et voilà mes petites plaques qui sont faites, hein. Donc j'ai bien mes 3 couleurs. Voilà, ça c'est pas mal imprimé. J'aurais pu un petit peu mieux optimiser au niveau du rouge, notamment au niveau des couches supérieures, mais on va dire que ça va, hein. C'est plutôt un problème de moi dans les réglages du slicer que l'imprimante qui a bien fait son taf. Bon alors pour le prochain test, hein, qui va être du PETG, je vais changer la bobine et j'en profite pour vous montrer le point que je trouve le plus négatif sur cette machine. C'est donc, vous voyez, la machine elle est grande, hein, comme ça, elle prend de la place sur l'établi, mais pour avoir accès à la bobine derrière, c'est pas facile. Contre un mur, on n'y a pas forcément accès, d'autant qu'il y a ce fameux boîtier hermétique qui est bien pensé sur papier, mais qui la mise en œuvre est vraiment particulièrement compliquée, parce que regardez, je dois retourner la machine. Alors c'est pas toujours facile, d'autant qu'on a les petits pieds en silicone en dessous qui tombent et qui tiennent pas forcément bien. Donc voilà, je retourne la machine, je la mets dans un bon équilibre et maintenant je vais charger le filament. Alors vous voyez, c'est vraiment pas facile, il faut viser un petit trou qu'il y a à l'intérieur. Alors bon, désolé, j'ai pas pris le meilleur angle pour vous montrer bien ça, mais il faut viser un petit trou dans lequel un tube PTFE passe pour arriver à pousser le filament jusqu'au bout. Sauf qu'on peut pas déjà installer le filament dans la bobine, sinon on n'arrive pas à tirer sur un bout de filament pour aller faire monter ça jusque dans le détecteur de fin de filament et puis continuer à aller faire monter ça dans la bobine. Vous voyez, si je fais ça et que je le mets, ça va pas. Alors ce que je fais, c'est que je retire le tube PTFE, je fais sortir le filament du boîtier et je le fais passer dans le tube PTFE puis je replug le tube PTFE. Donc c'est un peu lourd. Et après, si j'ai pas tiré assez, il faut que je retire le tube PTFE de l'extrudeur pour pouvoir venir mettre un peu le filament et lancer l'extrusion. Alors, j'avais besoin d'un petit support pour porter des tournevis et donc c'est l'occasion de tester le PETG avec le profil de Orca. Donc ce que je vais commencer par faire déjà, c'est de créer le profil du PETG. Donc je vais partir du PETG générique et celui que j'ai, c'est toujours de l'Azurfilm. Il est orange, mais bon, c'est pas absolument nécessaire de le faire. Et j'avais des paramètres assez corrects qui étaient 235 pour la couche initiale et 230 pour les autres couches. Et le plateau, je vais mettre 75, 75 et 70. Voilà, alors au niveau, je vais l'imprimer en 0,2, ça c'est très très bien. Normalement on devrait pas, mais pour être certain, pour éviter le warping, je vais faire une bordure extérieure. Alors j'ai fait 6 parois pour ajouter un peu de solidité à un infill en gyroïde à 15%. J'en ai a priori pour 3h48 d'impression et 114 grammes de filament. On va voir, hein.
Bon voilà, là encore, pas trop de soucis. Bon, il y avait un tout petit peu de stringing parce que voilà, fallait bien régler les paramètres, mais globalement, ça c'est bien imprimé. Il est solide. Et ben voilà, autant vous le montrer directement en action que le faire sortir tout le temps de l'imprimante. Comme ça, vous voyez à quoi il va me servir. Ben oui, je me suis fait plaisir en m'achetant une paire de tournevis format clé Allen parce que les petites clés qu'on reçoit avec les imprimantes, c'est galère en général. Donc ben voilà, ceci clôture mes tests, on va passer à la conclusion. Bon alors, quelle conclusion je peux donner pour cette machine? Alors premièrement, ben, je dirais c'est une excellente machine. Bon évidemment, mon point de référence c'est la Bambu Lab. Certains diront que je suis un fanboy. Je ne m'estime pas être un fanboy de la Bambu Lab. Je suis très content de la fiabilité et de l'utilisation de cette machine qui n'est pas exempte de défauts et qui nécessite des fois de la maintenance, des fois des réparations. Mais en tout cas, je suis très content sur la Bambu Lab. Je trouve néanmoins que cette machine est très très bien. L'AK1 Max, bon, vous pouvez revoir ma vidéo, j'avais une conclusion en demi-teinte. Ici, j'aurais pas de conclusion en demi-teinte. Elle est sous Clipper, elle fonctionne bien sous Clipper, elle imprime bien, elle a tout ce qu'on peut attendre, elle a une vraie chambre chauffée. Et ça, contrairement à la Bambu Lab, c'est un de ses avantages. Et elle est 2 fois moins chère que la Bambu Lab, hein, il faut le dire aussi. Donc elle a une vraie chambre chauffée et je parle de la Bambu Lab X1C. Donc je reviens à mes blabla. Elle a une chambre chauffée, elle a l'input shaping, elle a un plateau plus grand. Alors j'ai pas essayé beaucoup de filaments parce que j'avais plus de stock de filaments techniques genre fibre de carbone ou ABS et j'ai dû finir les tests de cette imprimante un petit peu entre 2 opérations et ouais, 2 hospitalisations et j'avoue que voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Néanmoins, ça ne change pas mon avis dessus. Elle fonctionne avec le PETG, j'ai eu aucun problème, ça s'est imprimé du premier coup. Des fois, il n'y a pas eu de warping, il n'y a pas eu, enfin, c'est vraiment, je pense, une machine excellente. Ce que j'aime un peu moins sur cette machine, premièrement, je l'ai dit, moi je la trouve moche. Elle est grosse, elle est moche. Alors elle est grosse parce qu'il y a justement ce système de chauffage dessus, mais moi j'aime pas le côté blanc, massif, pseudo science-fiction, et c'est quelque chose de très personnel. Hein. Vous pouvez estimer le contraire, c'est pas de problème pour moi. Voilà, moi c'est un format que j'aime pas, enfin pas le format, le look que j'aime pas. Je l'ai dit dans la vidéo, vous avez vu, pour moi, son vrai défaut, son seul défaut, c'est la gestion du filament. Je trouve pas ça très pratique de l'avoir mis comme ça en arrière. C'est la même chose que sur la Bambu Lab ou la K1 Max. Mais sur la Bambu Lab, ça rentre plus facilement. Puis si vous avez l'AMS, c'est tout automatique. Alors ici, la boîte pour empêcher l'hydratation, c'est une super bonne idée, sur papier. Parce que dans l'usage, elle est vraiment pas pratique si vous utilisez, comme c'est, j'imagine, souvent le cas, comme je l'ai mis un peu contre un mur. Il faudrait la mettre au milieu d'une table et avoir accès tout autour pour que ça soit pratique à utiliser. Et encore, ça c'est juste pour y avoir accès parce que le système où on doit mettre le filament dedans, mais en tenant la bobine d'un côté comme ça, enfin bref, moi j'ai pas trouvé ça super facile. Alors peut-être que je suis pas doué de mes mains, ça je veux bien l'admettre, mais ça n'a pas été pour moi une expérience très positive sur ce point-là. Mais vous pouvez virer la boîte et utiliser ça comme un support de bobine. Je suis sûr qu'on peut trouver des trucs à imprimer pour mettre sur le côté. Enfin bref, je suis certain qu'il y a moyen de trouver des alternatives. C'est un petit peu difficile pour moi des fois des tests comme ça parce que j'ai imprimé plein de choses avec. J'ai imprimé des objets, j'ai imprimé des vases, un vase pour ma femme qu'elle aimait beaucoup. J'ai imprimé des petites figurines pour mes enfants. J'ai imprimé pas mal de trucs. Voilà, je l'ai utilisé comme ça pendant à peu près un mois et la vidéo ferait 2 heures si je vous montrais tout, comment c'est fait, comment c'est beau, etc. Donc faites-moi confiance, hein, franchement, je vous la recommanderais pas si c'était une daube, j'hésite pas à le faire sur la chaîne, hein, je pense que vous l'avez déjà vu. Et en plus, celle-là, c'est pas un sponsor, celle-là, donc c'est une machine que j'avais destinée à garder. Hein, je l'avais achetée parce qu'elle m'intéressait sur papier et elle était destinée à être gardée.
mais je vais pas la garder et je vais vous expliquer pourquoi. Mon atelier a pas beaucoup de place, j'ai envie de garder 2 machines sur ce format Core XY en caisson fermée. Je pourrais garder que la Bambu Lab, mais j'aime bien avoir une alternative. Je vais garder 2 machines. Je suis pas particulièrement un amoureux de Clipper. Alors Clipper c'est très bien et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça et qui ne jurent que par l'open source, etc. Je suis pas forcément un amoureux de Clipper, donc c'est pas une nécessité pour moi qui est Clipper. Si le firmware qui est là, qui peut éventuellement propriétaire, bien fait et offre de bonnes promesses. Et donc j'ai décidé de m'acheter la FlashForge Adventurer 5M Pro, qui a un plateau plus petit, mais ça pour moi c'est pas très grave sur ce format-là, parce que elle a des choses qui me plaisent bien et notamment le changement de bus. Parce que oui, ça c'est un point sur lequel je voulais venir. Parce que oui, le changement de bus n'est pas aussi facile que ça sur cette imprimante. C'est beaucoup moins facile que sur la Bambu Lab. C'est pas hyper compliqué, mais il y a un temps de manutention qui est quand même assez important. Il y a pas mal de vis à retirer. Et moi qui aime bien passer d'une buse de 0,6 quand j'utilise des filaments chargés, notamment en carbone et tout ça, sur une machine fermée, ou du filament bois, bref. Le système qu'offre FlashForge m'inspirait un peu plus. C'est la raison pour laquelle j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je la garde? Est-ce que je prends la FlashForge? Je revends celle-là pour une FlashForge. Bon, voilà. Bon, mon choix a été fait et j'ai décidé de commander la FlashForge. Donc cette machine-là, je vais la remettre en vente. Mais j'en étais quand même vraiment content. Alors je le dis pas pour dire allez-y, achetez-la, parce que c'est pas mon truc et au pire je la mets en vente chez moi sur deuxième main en Belgique et les personnes n'auront pas vu ma vidéo, donc c'est pas grave. Puis il y a pas le monde entier qui regarde mes vidéos, donc c'est pas grave non plus. Mais voilà, non, je pense que on est beaucoup à le dire là maintenant, hein, elle était sortie il y a un petit moment, mais là maintenant c'est vraiment une bonne machine. Voilà ce qui serait ma conclusion. Les prix diminuent aussi, hein, pour cette machine. Alors au début elle était je sais plus à combien, maintenant je pense qu'on peut la trouver autour de 500-600 euros et je pense qu'elle a un juste prix par rapport à ce qu'elle offre, par rapport à son volume. Alors vous pouvez, si vous voulez un volume encore plus grand, vous pouvez aller chez sa grande sœur, hein, la X-Max 3, qui offre à peu près les mêmes caractéristiques avec un volume plus grand. Ce que je regretterais quand même, c'est l'absence d'une caméra dedans. Ça aurait été sympa. Bon, il y en a pas déjà, on peut en mettre une, hein, mais il y a pas de caméra qui est prévue dedans. Pour le reste, je crois que j'ai fait à peu près le tour de mon expérience par rapport à cette machine. C'est donc pour moi un point positif, avec des petites nuances notamment sur la gestion du filament. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo.